Il ne reste simplement qu'à agir sans tarder davantage, sire. Il n'est plus supportable que les villes de province continuent à se croire indépendantes. La première mesure à prendre serait de détruire leurs fortifications. La France doit abolir ce reste de féodalité afin d'accomplir sa destinée. Ces petites gens ne voient que petit. Leur loyauté n'est qu'envers leur cité et non envers la France. Ces fortifications permettent aux protestants de recommencer à se rebeller, sire. Eh bien, dites-le à ces rebelles qui osent me faire un pied de nez, à ces canailles qui protestent contre la religion et contre moi. Le temps fera crouler ces murs, Majesté. La Rochelle tombera. Et La Rochelle, qui était la capitale du protestantisme à l'époque, assiégée par Richelieu, est tombée entre les mains de Louis XIII en 1628. À quoi correspond cette guerre des religions et surtout qui l'a voulu? Au fond, qui fait la politique du royaume pendant les 18 ans que les deux hommes vont travailler ensemble? Est-ce que c'est Louis XIII? Est-ce que c'est Richelieu? Ce sont les deux. Il y a une association étroite entre ce qu'on pourrait appeler le génie de Richelieu et puis la volonté et la ferme volonté du roi. L'homme qui exprime la volonté, l'homme qui veut être le maître, le patron, c'est le roi. C'est pas Richelieu. Rien de ce que fait Richelieu, d'ailleurs, ne doit... enfin, tout ce que fait Richelieu doit passer entre les par mains du roi. l'approbation du roi. Richelieu écrivait sur 4 propositions, je suis ravi quand deux seulement sont adoptées par le roi. Il disait également les 4 pieds carrés du bureau du roi sont plus difficiles pour moi à gagner que tous les champs de bataille de l'Europe. Ce qui montre que le roi tient sévèrement en bride le cardinal. Les rapports sont très différents de ceux qu'on imagine habituellement. En effet, Richelieu est un homme d'autorité, un homme de réseau, un homme de clan, un homme de clientèle, mais dans ses rapports avec le roi, les choses sont très différentes. Et c'est un homme soumis. Alors cela dit, ils sont d'accord sur l'essentiel, notamment cette espèce de guerre qui reprend contre les protestants, alors que Henri IV, le père de Louis XIII, y avait mis fin. Voilà qu'elle reprend. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour des raisons religieuses? On sait, vous le dites, Jean-Christian Petit-Fils, Louis XIII était un homme très pieux, un catholique fervent. Oui, alors la raison, elle est toute simple. Ça tient à l'édit de Nantes. Dans l'édit de Nantes, il y avait des annexes et des brevets qui permettaient aux protestants de constituer un État dans l'État, d'avoir 200 places de sûreté, d'avoir des armées privées, d'entretenir donc ces forteresses, de tenir des assemblées politiques sans l'autorisation ou simplement en signalant qu'ils tenaient une assemblée politique. Donc il y avait véritablement l'ébauche d'un État dans l'État, et là c'était inadmissible du point de vue de la construction de la monarchie administrative telle qu'elle s'est mise en place à partir d'Henri IV. Ce n'est pas une question de foi religieuse. D'accord. Politique, oui. Jamais le roi ne remettra en cause la foi protestante. Il est d'accord avec Richelieu pour convertir les Huguenots, mais par la persuasion, par la douceur, sûrement pas par la violence, sûrement pas par la force. C'est pas lui qui aurait révoqué l'intégralité de l'édit de Nantes. Alors, autre lutte que doivent mener Louis XIII et Richelieu, puisqu'ils sont difficiles à séparer, c'est la lutte contre les grands, avant même d'ailleurs que Richelieu ne devienne premier ministre de Louis XIII, il s'était manifesté, et il y aura à plusieurs reprises comme ça des révoltes, des complots organisés par les grands, parmi eux, alors les grands et même des très grands, puisque parmi eux, il y avait le propre frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans. Il y a une raison très particulière qui fait que Gaston d'Orléans aimerait bien que son frère débarrasse le plancher, si je puis dire, que Louis XIII débarrasse le plancher, c'est que jusqu'à la naissance de Louis XIV, c'est lui qui doit hériter du trône, c'est son frère, puisque Louis XIV n'est né que très tard, en 1638, Jean-Christian Petit-Fils. C'est lui l'héritier, en effet, et c'est lui qui va être à la tête de la plupart des complots. Alors, les complots des grands, c'est en fait le procès de la monarchie fait par ces grands, par la féodalité qui sans cesse veut renaître, sans cesse essaye de regagner du terrain. On le voit sous la régence de Marie de Médicis, où les grands triomphent derrière le prince de Condé, le comte de Soissons, etc., le prince de Conti. On le voit aussi au moment du règne personnel de Louis XIII, avec les conspirations de Chalais, de Montmorency. Plus tard de Cinq-Mars. Plus tard de Saint-Marc, où ils sont tous, décapités, tous les grands sont absolument... Là encore, la fermeté. Fermeté, mais le roi souffre beaucoup à chaque fois de ne pas donner sa grâce, de ne pas accorder la grâce, parce qu'il sait que s'il accorde la grâce, c'est encouragé, donner un encouragement aux nouvelles révoltes. Il souffre, il pleure même, mais il reste ferme, et c'est ça qui fait sa grandeur. Très ferme aussi,
pour une deuxième fois vis-à-vis de sa mère. Marie de Médicis pense un jour avoir obtenu la peau, entre guillemets, de Richelieu, qu'elle veut voir partir. Louis XIII lui laisse entendre que c'est possible, et en une journée, ce qu'on appelait la journée des dupes, c'était le 11 novembre 1630, et bien voilà que, brusquement, Marie de Médicis apprend non seulement que Louis XIII, que son fils, a décidé de garder Richelieu, mais qu'en plus, elle est exilée. Une deuxième fois, et définitivement cette fois-ci. Alors les dupes, ce sont les courtisans qui ont été voir Marie de Médicis au Luxembourg, qui se sont pressés dans ses salons, et qui ont félicité la reine-mère en étant persuadés que c'était elle qui donc regagnait le pouvoir une nouvelle fois. Et le lendemain, quand ils apprennent que Richelieu a été convoqué à Versailles, qu'il est confirmé dans ses fonctions de Premier ministre, eh bien là, à nouveau, les salons du Luxembourg sont déserts. Voilà la journée des dupes. En réalité, Louis XIII avait toujours fait confiance à Richelieu. Il a laissé se dérouler ce psychodrame pour en fait faire partir sa mère. Il y avait un problème de double allégeance, puisque Richelieu était à la fois le chef du conseil de Marie de Médicis et puis le principal ministre du roi. Et il fallait résoudre ce problème du fait des difficultés entre la mère et le fils. Oui, mais là, on voit bien ce que vous dites dans votre livre, Jean-Christian Petit-Fils, et ça le confirme. Effectivement, sans Richelieu, la politique de Louis XIII n'aurait pas été la même, mais sans Louis XIII, Richelieu n'aurait rien été. Voilà, les deux hommes sont vraiment Parce complémentaires. Que là, c'est Louis XIII qui décide. Voilà, c'est Louis XIII qui décide. Les deux hommes sont vraiment complémentaires. Ce que j'ai voulu dans ce livre, j'ai voulu réhabiliter le roi, parce que ce roi est oublié au profit de Richelieu, ce qui est tout à fait injuste. En tout cas, un roi qui soutient beaucoup des entreprises de Richelieu, lorsqu'en 1635, eh bien, celui-ci lui propose la création d'une institution qui allait devenir célèbre. Sire, ayant appris que 4 écrivains, médiocres d'ailleurs, Gombault, Sérisy, Malville et Bois-Robert, complotaient contre moi, l'idée suivante m'est venue. Plutôt que de les disperser, j'ai fait proposer à ces messieurs de constituer un véritable corps qui s'assemblerait à l'avenir d'une façon régulière et non pas clandestine. Et je désire qu'ils soient 40, car je ne pense pas qu'un secret puisse être conservé par 40 personnes. Il venait de fonder l'Académie française. Savez-vous, Jean-Christian Petit-Fils, qui a composé cette musique? Ça s'appelle « Tu crois au beau soleil ». Ah, Tu crois au beau soleil, c'est la chanson d'Amaryllis. Ouais. C'est Louis XIII, bien sûr. C'est Louis XIII. Ce qu'on apprend dans votre livre, c'est assez extraordinaire, c'est que cet homme qui a fait la guerre, cet homme qui dirigeait la France, qui gouvernait la France, c'était aussi un homme de culture, un passionné de musique, Louis XIII. Il a écrit en effet plusieurs motets, on les a pas tous. Il a écrit un De Profundis qui sera joué, dit-on, à sa mort. Il est passionné, il a toujours été toute sa vie passionné par la musique, et il va encourager le développement des arts musicaux sous son règne. Et là aussi, c'est assez étrange, c'est que Louis XIII et Richelieu se complètent, parce que Louis XIII est artiste, mais pas mécène, ou peu, alors que c'est l'inverse du côté de Richelieu. Richelieu n'est pas vraiment un artiste, par contre c'est un mécène. Donc on a une association parfaite. Alors homme de culture, Louis XIII, et puis aussi homme de guerre, participant à toutes les campagnes de l'armée française, celle contre les protestants, mais aussi, vous l'avez évoqué, c'est la fin du règne, c'est à partir de 1635, la guerre de 30 ans à laquelle la France participe, et là, chose étrange quand même, pour ce roi catholique, il va s'allier avec des pays protestants, avec la Suède, avec les Provinces-Unies, avec les princes allemands, contre l'Autriche et l'Espagne catholique. Ça, c'est assez extraordinaire. Expliquez-nous encore l'importance de cette guerre qui était très importante, parce qu'elle n'était même pas finie à l'époque où Louis XIII est mort. C'est le problème donc de la maison d'Autriche qu'on a évoqué tout à l'heure. Il faut desserrer les taux, il faut
abaisser l'Espagne, qui cherche à occuper des provinces françaises, qui vise à la monarchie universelle, comme on disait à cette époque-là. Et pour cela, la seule nécessité, c'est de s'allier avec les princes protestants d'Allemagne contre la maison d'Autriche. Donc là, il y a une alliance là encore, qui rien est de religieux, religieusement par définition. difficile et complexe. Ça sera un des tourments du roi, mais il se sent soutenu par Richelieu, qui est un cardinal romain. Donc il voit la nécessité et il se rend compte qu'il n'y a pas de mal à cela. Donc, cette dissociation entre la politique et le religieux, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas faire non plus de Richelieu un homme de la réelle politique. C'est un vrai prince de l'Église, un homme qui a écrit des traités de religion, de morale. Ceci étant, eh bien, il dissocie la morale de la religion. S'allier avec les princes protestants, ce n'est pas quelque chose de scandaleux, puisque le politique est autonome par rapport au religieux.